Lorne Edgar Campbell est un ancien motard et gangster hors-la-loi canadien. Il était membre du Saturn Shows Motor Cycle Club. Lorne est né à Whitby, en Ontario, fils de Lorne Campbell Sr. et d'Helen Chaten. Du côté paternel, sa famille était d'origine écossaise, tandis que du côté maternel, elle avait des racines anglaises et allemandes. Son père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, était un homme souvent en conflit avec la discipline militaire. Pendant son service, il fut reconnu coupable à 4 reprises d'absence non autorisée, quittant régulièrement sa base sans permission. Lorne Campbell Sr. s'était engagé dans l'armée canadienne le 11 novembre 1941 à l'âge de 19 ans, peu après avoir épousé une jeune femme de son âge, Rose Prest. Affecté au régiment des Lorne Scots, il fut stationné en Angleterre durant la guerre. En 1944, il eut une fille avec une Anglaise nommée Doris, à qui il promit de l'épouser une fois la guerre terminée. Pourtant, à son retour au Canada en 1945, il choisit d'épouser Helen, la mère de Lorne Jr. Campbell Sr. travailla comme peintre en bâtiment, menant une existence instable, changeant sans cesse d'adresse. Cette vie errante a tellement marqué son fils que ce dernier est incapable de se souvenir de tous les endroits où il a vécu durant son enfance. La famille Campbell vivait dans une grande pauvreté et un climat de violence. Le père, brutal, battait régulièrement ses enfants. Dans une entrevue datant de 2011, Campbell se souvenait. Chaque fois que je me retournais, je me faisais frapper par mon père. Il me disait « Quand tu seras grand, tu apprendras à te battre ». Tous les enfants aiment leur père en grandissant. Moi aussi, j'étais son seul fils. Il voulait que je devienne un bagarreur. Son intention était bonne, je pense que je lui ressemble beaucoup. Enfant, ses modèles étaient John Wayne et Lee Marvin, dont il admirait les rôles d'hommes durs, taciturnes et virils. Adolescent, il vit le film The Wild One, sorti en 1953. Il méprisait le personnage de Johnny Straber, joué par Marlon Brando, qu'il considérait comme efféminé, mais il vouait une grande admiration à Chino, incarné par Marvin. Sa vision de la masculinité s'était largement construite à travers ce genre de personnage. Lorsque Campbell avait 8 ans, ses parents divorcèrent. Il fut alors temporairement placé chez un oncle qui l'ignorait presque totalement. Pendant ce temps, son père n'avait jamais cessé d'écrire des lettres d'amour à Doris et finit par quitter sa femme pour la rejoindre. À l'école, Lorne obtenait une moyenne de 84%, mais c'était un enfant en colère et violent. « Je me battais tous les jours à l'école », se souvient-il. À 14 ans, il fut jugé ingérable et confié à l'État ontarien. On l'envoya dans plusieurs camps de jeunesse. Là, il subit de violentes agressions de la part des surveillants, laissant en lui des cicatrices profondes, autant physiques qu'émotionnelles. Après avoir survécu à ces camps, il fut confié à nouveau à sa mère qui vivait alors à Oshawa. L'état de leur appartement était tel que Campbell confiait plus tard « J'avais honte d'y amener une fille ou qui que ce soit. Je n'y invitais que mes amis proches. » Adolescent, Lorne développa une fascination pour le Phantom Rider Motor Cycle Club et son charismatique président, Bernie Gwindon. Chaque samedi soir, Gwindon et ses hommes descendaient dans les rues d'Oshawa en formation, une vision qui captivait l'imaginaire du jeune Campbell. Peu à peu, Gwindon devient une sorte de père de substitution pour lui. En 1965, Gwindon fusionna les Phantom Riders avec d'autres clubs pour fonder une nouvelle organisation, Saturn Shows Motor Cycle Club. C'est à l'âge de 17 ans que Campbell devient officiellement membre. Gwindon organisait dans le sous-sol de sa maison ce qu'il appelait son club de combat, un espace où les jeunes se livraient à des affrontements physiques. Lors de sa première participation, Campbell remporta 2 combats de boxe, ce qui incita Gwindon à le parrainer personnellement pour son entrée dans le club. Passionné d'arts martiaux, Campbell s'était fait tatouer sur le bras une phrase en japonais signifiant « l'art doux du karaté », accompagnée du prénom Elinor. En 1967, sa compagne Elinor donna naissance à leur fille Janice. Campbell méprisait profondément les hippies qui admiraient les bikers hors la loi. Il prêchait la paix et l'amour, tout ce que je ne supportais pas, disait-il. Dans les années 60, il avait déjà la réputation d'être l'un des membres les plus violents du club. On n'avait pas encore de mitraillettes, ni de couteaux, mais les bagarres étaient sérieuses. En 1972, il suivit un cours de dessin technique au collège de Durham, avant de commencer une formation de technicien en mécanique, qu'il abandonna rapidement. Peu après, il fut nommé sergent d'armes du chapitre d'Oshawa, chargé de faire respecter la discipline. En 1974, sa relation avec Elinor prit fin, et il perdit la garde de sa fille. Je n'étais pas cruel avec ma fille, mais j'étais violent avec sa mère. J'étais trop instable, trop extrême. Elle était une mère formidable. Moi, j'étais incapable de me poser. Je l'ai blessée mentalement et physiquement. Ce n'est pas une excuse, mais j'ai reproduit ce que j'avais vu entre mon père et ma mère. Cette même année, il commença à travailler comme monteur en structure métallique.
En parallèle, avec un autre membre du club, John Foote, il se lança dans le recouvrement de dettes pour le compte de la mafia. Leur méthode était simple, tabasser les mauvais payeurs pour récupérer l'argent en gardant 50% des sommes collectées. Ces gens-là savaient dans quoi ils s'engageaient. Ce n'étaient pas des innocents, moi je n'avais aucun remords. C'était leur monde, disait-il. En 1975, Campbell vivait avec sa compagne dans le clubhouse d'Oshawa, dont le propriétaire était un certain Bill Steck. Il se souvenait en riant. On baisait sous le sol. Un jour, lors d'une réunion, le président local Peter Rabbit Pilmain s'exclama « Quelqu'un fournit sur la pelouse, et Bill n'aime pas ça. » L'assemblée éclata de rire. Un membre lança même « Peter, tu sais ce que ça veut dire forniquer ? C'est un mot trop compliqué. » Pilmain répondit « Non, mais je veux que ça cesse. » Campbell dut lui expliquer le mot et promit d'éviter les ébats en public pour ne pas risquer l'expulsion du clubhouse. Mais les tensions au sein du club s'aggravaient. Après la condamnation de Gwindon pour trafic de drogue en mai 1976, Campbell prit en grippe le nouveau président national, Garnett McEwen. C'était juste un gros type puant, un vrai dégueulasse. Il ressemblait à un biker des années 50, mais en plus sale, déclara-t-il. Lors d'une fête au clubhouse de Montréal, il fut outré d'entendre David Séguin, un membre de Windsor, déclarer « Si je tombais en panne sur la 401, je n'appellerais personne d'Oshawa. C'est dire à quel point je les déteste. » Humilié, Campbell se jeta sur lui et le roua de coups, alors que Séguin hurlait de douleur, suppliant qu'il s'arrête. Campbell répondit froidement « Pas avant que j'en ai fini avec toi, Dave. Moi, ça ne me fait pas mal. » McEwen et plusieurs membres du chapitre de Montréal durent intervenir pour sauver Séguin, passant eux-mêmes Campbell à tabac. Il risqua l'expulsion. Lors d'un simulacre de procès organisé dans un chalet, McEwen fit pression pour le faire exclure. Mais Campbell était populaire, et les autres penchèrent pour une sanction moins sévère. Il fut rétrogradé au rang de prospect. Le 4 novembre 1976, son compagnon John Foote fut tué par un autre membre, John Harvey. Après une dispute, Foote avait frappé Harvey avec sa queue de billard. Ce dernier revint armé d'un pistolet et lui tira dessus. À partir de là, Campbell poursuivit seul ses activités de recouvrement, méfiant, constamment sur ses gardes. Il entra ensuite en conflit avec un ancien membre des Golden Hawk Riders, un trafiquant de drogue nommé Jimmy Brockmain, qui avait menacé de tuer un membre de Satan Shows. Lors d'une bagarre au Royal Hotel de Whitby, Brockmain sortit une arme et tira sur Campbell, le blessant au bras. Fidèle au code des bikers, Campbell refusa de dénoncer son agresseur à la police, affirmant que la blessure était accidentelle. Brockmain tenta de le tuer une seconde fois, le traquant jusqu'au Jewis Bar à Oshawa. Ce jour-là, son ami Richard Smulty Smith lui sauva la vie, armé d'une simple bouteille de ketchup en plastique. Campbell raconta que Brockmain, en voyant Smith agiter son arme dérisoire comme si c'était un fusil, éclata de rire et abandonna l'idée de le tuer. Membre actif du chapitre d'Oshawa, Campbell côtoyait parfois les Golden Hawk Riders de Port-Hope, avec qui il se battait régulièrement, souvent sous l'effet de l'alcool. En 1976, lors d'une fête, il mit KO leur sergent d'armes William Harvey Matiek, un affront que ce dernier n'oublia jamais. Le 1er juillet 1977, McEwen organisa la fusion de plusieurs chapitres de Satan Shows avec les Outlaws Motorcycle Club, une trahison que Campbell ne pardonna jamais. Comme beaucoup restaient fidèles à Satan Shows, il développa une haine farouche envers McEwen et les Outlaws, les accusant d'avoir détruit leur club. Le journaliste américain Michael Lowe le décrivait ainsi, sombre, dangereux et étonnamment doux dans son discours. Officiellement ouvrier du fer, Campbell tirait en réalité l'essentiel de ses revenus de ses activités de recouvrement. Outre ces points, il était réputé pour son usage redoutable de la batte de baseball. Le soir du 18 octobre 1978, Campbell était tranquillement installé au clubhouse de Satan Shows à Toronto. Un match de hockey passait à la télé et l'alcool coulait. Le téléphone sonna, c'était Richard Sauvé, membre du chapitre de Petersboro. Il avait entendu dire que William Harvey Matiek, sergent d'armes des Golden Hawk Riders, voulait lui parler. Le rendez-vous était fixé au Queen's Hotel à Port-Hope, mais Sauvé n'était pas rassuré. Il connaissait la réputation de Matiek, un homme brutal, instable, capable du pire. Il voulait du renfort. Campbell n'hésita pas. Il rassembla quelques hommes du chapitre de Toronto, Gary Nutty Como, Jeff McLeod, Larry Huren et Armand Sanguini. Lui-même prit soin de glisser un revolver 38 dans sa ceinture. Parmi les hommes qui prirent la route de Port-Hope ce soir-là, Campbell était le plus âgé, le plus dur, et surtout celui qui avait déjà vu la mort de près. Il savait manier une arme. Quand ils arrivèrent au Queen's Hotel, le ton était déjà tendu. Matiek, visiblement ivre, paradait au bar.
Il se vantait devant 2 membres des Outlaws d'être prêt à tirer sur n'importe quel Satan Shows qui aurait le malheur de croiser sa route. Il exhibait son arme, menaçait, répétait qu'il avait 9 amis avec lui, une manière codée de dire qu'un son barillet était chargé. Il était un peu plus de 10 heures quand Campbell entra dans le bar. Il connaissait Matiek. Il s'approcha. À peine eut-il le temps de dire « Comment vas-tu » que le sergent d'armes des Gordon Hawk Riders porta la main à son arme. Campbell, plus rapide, tira 3 fois. Matiek s'effondra, mort. Des années plus tard, Campbell affirma encore qu'il n'avait pas eu d'autre choix. Il a bougé, j'ai réagi. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Avec mon passé, mon éducation, j'ai appris à ne pas hésiter. Je suis content d'avoir eu une arme ce soir-là. Je n'ai jamais regretté. Il aurait pu abattre aussi les 2 Outlaws assis à la même table. Il avait encore 3 balles. Mais il s'est contenté de fuir, direction Oshawa, au Cadillac Hotel, un verre à la main, comme si de rien n'était. Pendant ce temps, l'enquête policière laissait déjà apparaître ses failles. Aucune empreinte relevée. Les témoins interrogés en groupe, jamais individuellement. Campbell, lui, fut arrêté peu après pour une autre affaire, une bagarre avec 2 policiers dans un restaurant chinois. Rien à voir avec le meurtre. Il passa Noël 1978 derrière les barreaux. Puis, le 23 février 1979, 8 membres de Satan Shows furent inculpés pour le meurtre de Matiek, mais pas lui. Face à cette injustice, Campbell décida d'agir. Il avoua. C'était lui qui avait tué. Il proposa de tout assumer. Le procureur offrit un marché, 10 ans de prison pour Campbell s'il plaidait coupable de meurtre au second degré, et 4 ans pour les autres pour complicité. Mais certains refusèrent. Parmi eux, David T. Hoffman et Gordon Dogmap von Harlem. Ils juraient qu'ils n'étaient même pas à Port-Hope cette nuit-là. Le procès s'ouvrit le 4 septembre 1979 à London, Ontario. Le procureur Chris Mainhart parla d'exécution préméditée. Il construisit une histoire. Mais les témoignages de ses propres témoins s'effondraient, se contredisaient, changeaient sans cesse. Campbell, appelé à la barre, raconta la vérité. Il avait tiré, les autres étaient innocents. Mais son passé le rattrapa. Il avait été condamné pour parjure. Le procureur en fit ses choux gras. Il le traita de menteur, d'homme sans parole. Pourtant, les éléments s'accumulaient. Le tueur était gaucher. Tous les accusés étaient droitiers, sauf Campbell. L'affaire des Port-au-Puits fit scandale. Pendant 2 décennies, elle incarna l'un des pires échecs judiciaires du Canada. Peu à peu, tous furent libérés. En 1983, David Hoffman fut le premier. Ses avocats prouvèrent qu'il était à Kitchener le soir du meurtre. Le dernier à être acquitté fut Como en septembre 2000. 22 ans après les faits, la vérité refaisait surface. Trop tard pour réparer ce que le système avait brisé, mais assez tôt pour rappeler que dans l'ombre des motards, il y avait aussi parfois des hommes prêts à prendre le blâme pour sauver les leurs, ou pour affronter, enfin, ce qu'ils étaient devenus. Noël 1979, une fois de plus, Campbell le passe derrière les barreaux, pour la 4e année consécutive. Cette fois, c'est pour avoir violemment roué de coups un patron de bar jusqu'à le laisser en sang. Il purge sa peine, puis en 1980, quitte Oshawa pour s'installer à Toronto. Là-bas, il trouve sa place dans un monde parallèle, celui des stripteaseuses. Il devient garde du corps pour une agence, expliquant sans détour que les bikers et les stripteaseuses vivent en dehors de la civilisation. C'est ça le vrai lien entre nous. Mais les tensions internes ne tardent pas à ressurgir. En 82, le clubhouse de Satan Shows à Toronto part en fumée. Un ancien membre, Patrick Tulip Roberts, en est l'auteur. Quelques semaines plus tard, le 21 octobre, Campbell le retrouve et le passe à tabac, comme une sentence rendue sans procès. Puis le 14 février 83, il épouse enfin sa compagne de toujours, Charmaine, dans une tentative d'ancrer sa vie dans quelque chose de plus stable. Une illusion de normalité. Mais les trahisons sont partout. À la fin de cette même année, un ami proche, Richard Smith, balance tout aux autorités pour éviter la prison. Il sert de lien avec un policier infiltré déguisé en trafiquant. Le piège se referme. Le 27 janvier 1983, Campbell vend de la cocaïne à ce faux dealer pour 3200 $. Il achète aussi des explosifs, prévoyant de faire sauter une maison à Kitchener. Et cela s'ajoute 3 accusations de séquestration liées à son activité parallèle de recouvrement de dettes. Il admettra plus tard sans phare être coupable sur toute la ligne. Pour éviter le pire, il accepte un accord. Il plaide coupable aux charges de drogue, d'explosifs et de séquestration, en échange de l'abandon de l'accusation de tentative de meurtre pour l'agression de Roberts. Direction Millhaven, prison de haute sécurité. Là, il croise les frères Comisso, figure de la mafia, condamnés grâce au témoignage d'un ancien tueur à gages de Satan Shows, Cecil Kirby.
Une vieille rancune plane, surtout avec Rocco Remo Commisso, qui tient Campbell pour responsable. Un jour, Campbell lève les yeux vers lui, et la tension monte. Rocco crache sa haine. Campbell rétorque sèchement. « Ne me regarde pas comme ça. Vous aussi, vos gars, vous avez vos traîtres. » Il échappe à la bagarre. Juste après 14 mois à Millhaven, il est transféré à Collins Bay, prison de sécurité moyenne. Là-bas, il retrouve Richard Sauvé, l'un des Power-Up 8, désormais bouddhiste, convaincu et fervent pacifiste. Campbell le méprise au départ, mais accepte quand même de se convertir, surtout pour profiter du régime végétarien spécial que la prison réserve aux bouddhistes. Les fruits et légumes frais valent bien une illumination spirituelle. Il se met au yoga pour apprendre à dompter sa rage. Mais il y a aussi Pigpen, alias Howard Berry, un autre membre de Satan Shows, connu pour ses obsessions répugnantes et sa haine viscérale des autres. Berry s'est attiré les foudres de prisonniers antillais, convaincu qu'il avait des pouvoirs de sorcellerie. Campbell, contre toute attente, tente de calmer les choses, conscient que cette guerre, larvée, peut à tout moment virer au carnage. Puis arrive Bernie the Frog Windon, transféré lui aussi à Collins Bay. Avec lui, les choses changent. Son statut de président national lui permet de faire entrer des joints géants dans la prison. Soudain, la vie derrière les murs devient plus supportable. En juin 85, Campbell demande une libération conditionnelle. Il croit l'obtenir facilement grâce à sa bonne conduite. Mais on l'informe qu'il est suspecté d'avoir commis pas moins de 12 meurtres. L'ironie est amère. Il n'a jamais réussi à convaincre le système qu'il était coupable du meurtre de Matiek, malgré sa propre confession, et le voilà accusé de meurtres qu'il jure ne jamais avoir commis. Pourtant, il obtient sa liberté. À sa sortie, il reprend les rênes du chapitre d'Oshawa, et en 1988, fait l'impensable. Il donne une conférence à la faculté de droit de l'université d'Ottawa sur l'affaire Port-8, devenant le premier chef de chapitre de Satan Shows à tenir un discours académique. Puis, à l'été 1989, il repart sur la route avec Windon, traversant les prairies à la rencontre des Los Bravos de Winnipeg et des Grim Reapers de Calgary. Objectif : sceller des alliances. Mais un malaise persiste. Les nouvelles recrues sont jugées molles et stupides. Campbell, frustré, déclare « Il s'est passé des choses violentes. Il n'y a eu aucune réponse. Moi, je réponds toujours. » En 90, un groupe dirigé par lui et Windon rend visite aux Hells Angels dans leur clubhouse de Sorel. L'accueil est froid mais courtois. Campbell est impressionné. Il sent que les choses changent. Mais les ennuis reviennent vite. En décembre 89, il est accusé de complot pour trafic de cocaïne. Les autorités ont écouté ses appels. Dans l'un d'eux, il parle à sa femme d'acheter une Chevrolet d'occasion pour Noël. Pour la police, c'est un mot de code. Pour Campbell, c'était juste une voiture. Il est de nouveau arrêté. Cette même année, l'auteur-compositeur américain Steve Earle sort une chanson intitulée « Justice in Ontario », dénonçant l'affaire Port-Up 8. Une phrase résume tout. Ils les ont tous arrêtés, sauf celui qui a tiré. En 1991, Earle, en tournée au Canada, rencontre Campbell et l'emmène avec lui au clubhouse des Outlaws à Ottawa pour faciliter une trêve entre les membres emprisonnés des deux gangs. La présence du chanteur sert de garantie de sécurité. Mais malgré tout, Campbell retourne en prison en 91, condamné pour une histoire de cocaïne qu'il nie encore farouchement. Il jure que cette fois il est innocent. À Millhaven, tout a changé. La prison est plus dure, plus froide. La violence raciale y est omniprésente. Blancs, noirs, asiatiques, autochtones, chacun dans son coin, chacun sur ses gardes. Même pour lui, ce n'était plus la même guerre. Après sa libération conditionnelle en mars 1993, Campbell constata que les affaires reprenaient de plus belle au sein de Satan Shows. On faisait de l'argent à l'appel, se souvenait-il. Mais à peine un mois plus tard, le 14 avril 1993, un drame personnel le frappa. Sa femme mourut d'un cancer. Pour combler le vide et continuer à gagner sa vie, il se joignit à 3 membres du chapitre d'Oshawa pour servir de garde armée dans une opération de contrebande de cigarettes. Le réseau se situait sur la réserve Mohawk de Saint-Régis, qui chevauche la frontière entre l'État de New York et l'Ontario. Chaque jour, Campbell touchait 3 000 et 4 000 $ en espèces, une somme considérable pour un homme fraîchement sorti de prison. La contrebande s'organisait avec précision. Des camions amenaient les cigarettes du côté américain de la réserve, où elles étaient chargées sur des bateaux rapides pour traverser le fleuve. Chaque embarcation emportait environ 80 caisses, chacune contenant 50 cartouches de cigarettes. La cargaison représentait 56 000 $ en valeur de gros et près de 320 000 $ une fois écoulée sur le marché noir canadien. C'était une activité aussi lucrative que risquée. Des gangs rivaux n'hésitaient pas à intercepter des embarcations pour voler la marchandise, obligeant Campbell à porter en permanence une mitrailleuse lors des traversées. La nuit sur le fleuve,
Il n'y avait que les contrebandiers et les cargos. On se jaugeait du regard, se rappelait-il. Une fois, de l'autre côté de la frontière, les cigarettes étaient dissimulées dans des voitures à destination de Toronto ou Montréal. Campbell ignorait à l'époque que l'approvisionnement côté américain était contrôlé par Northeast Brands International, une filiale de RJR Nabisco. L'argent sale du tabac traversait les frontières avec la bénédiction tacite de grandes compagnies. Mais à mesure que l'été 93 avançait, l'ambiance sur la réserve devenait de plus en plus tendue. Les contrebandiers Mohawks commencèrent à s'en prendre physiquement aux gendarmes de la GRC, arguant que le territoire n'était pas soumis aux lois canadiennes. Une nuit, certains allèrent jusqu'à tirer avec des fusils d'assaut sur un hélicoptère de l'armée canadienne. Pour Campbell, cette violence gratuite ne pouvait qu'attirer l'attention des autorités et mener à un coup de filet. Il fut choqué de voir le chef du réseau, un certain Dwayne, sniffer une ligne de cocaïne en plein petit déjeuner dans un restaurant local, sous le regard indifférent des clients. Les cigarettes à destination de Toronto étaient revendues à des gangs chinois et vietnamiens, extrêmement exigeants sur les horaires. Un retard même minime pouvait annuler une livraison. Pendant 2 semaines, en octobre 93, Campbell resta à Toronto pour assurer la sécurité lors des échanges d'argent. Au bout d'1 an, il mit fin à sa participation. Trop de violence, trop de tension. J'étais encore en liberté conditionnelle et mon instinct me disait que c'était le moment de partir. Ils n'ont pas aimé, mais ils ont compris. On est restés amis. Je regrette juste de ne pas être arrivé 1 an plus tôt, raconta-t-il plus tard. Il évoqua un climat digne du Far West. Le maire de Cornwall recevait des menaces de mort. L'hôtel de ville fut criblé de balles, une nuit, et un contrebandier québécois qui refusait de collaborer avec les Mohawks se retrouva abattu et laissé pour mort. Pour Campbell, même dans le crime, il y a des limites à ne pas franchir. À la fin des années 90, la fin de Satan se dessinait lentement. Mais pour ceux qui vivaient au cœur du club, les signes étaient clairs. Campbell, lui, sillonnait encore l'Ontario, multipliant les visites à Sudbury pour rencontrer Michel Dubé, président du chapitre local. Dubé, figure charismatique et redoutée, était surtout proche d'un personnage aussi inattendu que déroutant. Yon Croix-Toru, lutteur professionnel à ses heures perdues, et président du chapitre de Hamilton. Campbell fit sa connaissance lors d'une fête organisée par Dubé. Il ne tarde pas à se faire une idée bien arrêtée sur lui. Croix-Toru, massif, énergique, mais sans grande finesse, dégageait une sorte d'agressivité mal canalisée. Pour Campbell, c'était un homme d'une intelligence affligeante, mais doté d'un orgueil presque enfantin. Ce besoin constant de prouver sa valeur, cette obsession de ne jamais perdre. Et pourtant, ironie suprême, Croix-Toru était un jobber dans le monde du catch, un perdant désigné d'avance, condamné à s'écraser pour valoriser ses adversaires. Campbell, moqueur, trouvait ça presque comique. Ce soir-là, à la fête, l'alcool coulait à flot, les rires résonnaient, et un vieux jeu d'enfant refit surface, le Indian Leg Wrestling. Campbell y prit part, et battit Croix-Toru, encore et encore. Ce dernier, piqué au vif, le harcela toute la soirée pour comprendre comment il avait pu perdre. Campbell se souvenait. Il ne me lâchait pas, c'était comme un chien, il me suivait partout. Finalement agacé mais amusé, il finit par lui souffler le secret. Dès que tu accroches, tu roules. Une stratégie simple mais diablement efficace. Un peu plus tard dans la nuit, une revanche fut organisée. Croix-Toru gagna cette fois avec une brutalité telle que Campbell déclara en ricanant « Quand je lui ai montré, il m'a presque brisé le dos ». Mais derrière ces anecdotes, le ton du club devenait plus sombre. En 1995, Satan s'entra en guerre contre le Loners Motorcycle Club. La tension était palpable. Chaque faux pas pouvait faire couler le sang. Campbell, fort de son autorité, décida de tracer une ligne. Toute la région de Wark, au nord de l'autoroute 7, serait une zone neutre. Pas de guerre ici, pas de représailles. Juste un souffle de paix, dans un brasier prêt à exploser. C'était une victoire personnelle mais aussi politique. Mieux encore, dans le secret de son propre garage, il réussit à convaincre tout le chapitre de Keswick des Loners de faire défection et de rejoindre Satan Shows. Un patchover silencieux mais symboliquement immense. L'été 97 marqua un tournant. Campbell, désormais usé par les années, comprit qu'il ne pouvait plus diriger comme avant. Le feu sacré brûlait encore, mais le corps, lui, commençait à trahir. Il quitta donc la présidence du chapitre d'Oshawa, non pas avec amertume, mais avec une lucidité froide. Il avait donné tout ce qu'il pouvait. Et pourtant, il ne s'éloigna jamais vraiment du jeu. En 89, il se rapprocha du chef suprême des Hells Angels au Canada, Walter Stanick. Leurs rencontres se firent plus fréquentes, les discussions plus stratégiques. Campbell savait que cela signifiait. Le 27 mai 2000, il épousa sa compagne de longue date, Evelyn Hughes. Une union tardive mais sincère. Puis à l'automne de la même année, son successeur à Oshawa, Mark Stephenson, l'appela. La nouvelle était tombée. Stanick proposait une fusion.
une transition en douceur sans humiliation. Tous les membres de Saturn Shows pouvaient rejoindre les Hells Angels, selon le principe du patch for patch. Pas de rétrogradation, pas de test, juste un transfert de puissance. Campbell n'hésita pas une seconde. Il dit simplement à Stephenson « Vas-y, c'est le plus grand et le meilleur club du monde. » Ce fut la fin d'une ère. Saturn Shows allait disparaître, mais son sang coulerait à jamais dans les veines d'un empire bien plus vaste. Le 29 décembre 2000, l'histoire du crime organisé canadien bascula en une seule journée. Dans une cérémonie, les principaux clubs de motards hors-la-loi de l'Ontario, Saturn Shows, les Vagabonds, les Lobos, les Last Chance, les Paradise Riders et même certains Loners firent le voyage jusqu'au QG des Hells Angels à Sorel, au sud de Montréal. Là, sous le regard discret mais attentif des autorités, 168 hommes échangèrent leur patch contre celui des Hells Angels. Ce fut un raz-de-marée. L'Ontario, qui ne comptait aucun chapitre Hells Angels la veille, devient en l'espace de quelques heures le territoire comptant le plus de chapitres Hells Angels au monde. Campbell était de la partie, bien sûr. Il échangea son vieux cuir marqué de l'insigne de Saturn Shows contre un nouveau, frappé du crâne ailé. Ce jour-là, alors qu'il sortait un instant du clubhouse, il se trompa de porte et monta par erreur dans une camionnette banalisée remplie de policiers en planque. L'un d'eux lui lança un simple bonjour, et Campbell, réalisant son erreur, ressortit aussitôt sans un mot. Un clin d'œil involontaire à la surveillance constante qui pesait sur lui. Quelques mois plus tard, en mai 2001, Campbell s'envola pour l'Europe. Il visita les Pays-Bas et la France, où les Hells Angels européens le considéraient comme une véritable légende vivante. Contrairement au Canada, aux États-Unis ou à l'Australie, les pays de l'Union européenne n'interdisent pas l'entrée aux criminels étrangers. L'occasion était trop belle pour Campbell qui fut reçu avec les honneurs dans le clubhouse parisien. Là-bas, à sa grande surprise, l'histoire du procès de Port-Hope était connue. On le fêtait comme l'homme qui avait tué Matiek. Les membres britanniques présents ce soir-là, notamment, lui firent forte impression. Campbell les décrira plus tard comme de sacrés durs à cuire. Mais l'accueil fut moins chaleureux de la part de la femme d'un chef allemand qui, en allemand, fit une remarque sur le tatouage de Campbell. Une gigantesque croix gammée sur le bras. Lorsque Campbell demanda ce qu'elle avait dit, son mari traduisit sans détour. « Si tu mets les pieds en Allemagne avec ce tatouage ou ces éclairs SS, direction la prison. » Campbell, pris de court, insista qu'il n'était pas nazi. Il disait porter ce tatouage uniquement pour choquer les bien-pensants. Mais quelque chose changea en lui. Il finit par le recouvrir, reconnaissant que ce symbole ne faisait que salir la mémoire de son propre père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Sur la Côte d'Azur, Campbell eut l'honneur de rencontrer Sonny Barger. Dans l'univers du club, c'était comme serrer la main d'un dieu. De retour au pays, on lui confia d'abord les rênes d'un club écran, les Road Warriors, dans l'Est ontarien. Puis il devient président du chapitre Hells Angels de Sudbury de 2001 à 2006. Là, il s'entoura de figures solides, comme Sylvain 20/20 Vachon, un Québécois du chapitre de Sherbrooke, qui n'eut aucun mal à s'adapter à la population francophone de Sudbury. Campbell y recruta un ancien boxeur, le redoutable Philippe Boudreau. Entre eux, un lien presque familial naquit. Boudreau l'appela papa. Il disait de lui « Il frappe comme si chaque coup était le dernier ». En mai 2002, Campbell retourna à Amsterdam pour rendre visite aux Hells Angels néerlandais. Il les décrivit comme des hommes violents, quasi sauvages, qui semblaient se délecter du chaos. Ils tombèrent sous le charme de Boudreau, si bien qu'ils exigèrent qu'il reçoive immédiatement son patch complet. Campbell accéda à leur demande dans une chambre d'hôtel miteuse d'Amsterdam en lui remettant le mythique écusson à la tête de mort. Mais tout n'était pas glorieux. Un jour, Campbell reçut un appel étrange. Un jeune homme qu'il ne connaissait pas lui déclara simplement qu'il voulait devenir un trafiquant de drogue. Campbell, méfiant, pensant d'abord à un flic sous couverture, puis en l'écoutant un peu plus, il conclut « Non, trop stupide pour être flic ». Quand le jeune débarqua chez lui, Campbell lui demanda comment il avait trouvé son adresse. La réponse tomba surréaliste. « J'ai tapé ton nom sur Google ». Campbell ne savait même pas ce qu'était Google, mais il comprit vite et le mit dehors sous la menace de son arme. En 2006, il envisagea brièvement de rejoindre un chapitre en Colombie-Britannique, mais il découvrit un conflit latent entre les Hells Angels de l'Ontario et ceux de l'Ouest. Là-bas, on considérait les Ontariens comme prétentieux, trop gâtés. Finalement, le 31 mai 2006, Campbell fut intégré au chapitre de Toronto Centre. Ce qu'il ignorait, c'est que le sergent d'armes du chapitre, David Atwell, était un informateur de la police. Atwell portait un micro, et les policiers, eux, avaient un objectif clair, faire tomber Campbell. Lors d'un enregistrement, le vice-président du chapitre Douglas Miles déclara « Lorne, c'est un type bien, mais fais pas de business avec lui.
il est nul avec l'argent. Par contre, dans une bagarre de bar, il sera toujours à tes côtés. Atwell, lui, était partagé. Il confia plus tard qu'il ne pensait pas que Campbell était un gros trafiquant. Il consommait certes, mais ne semblait pas impliqué à grande échelle. Pourtant, sous la pression de ses supérieurs, il continua à enregistrer. En juillet 2006, Atwell passa un week-end chez Campbell, dans son chalet. Les deux hommes pêchèrent sans succès, mais échangèrent surtout beaucoup. Quelques mois plus tard, en février 2007, Atwell enregistra plusieurs discussions avec Campbell. Il parlait de cocaïne. D'abord d'une rencontre pour en acheter, puis de la revente. Le 23 février, Campbell confessa avoir tout vendu à Kitchener. Le 3 avril 2007, sur la base des enregistrements d'Atwell, Lorne Campbell fut arrêté, accusé de complot en vue de trafic de cocaïne. À son arrestation, Campbell fut transféré à la prison de Don Valley, où il se retrouva en détention provisoire, privé de liberté dans l'attente de son procès. Sa cellule, il la partagea avec Gary Freeman, un Afro-Américain ayant fui les États-Unis en 1969, après avoir blessé par balle un policier blanc de Chicago, un acte qu'il affirmait être de légitime défense. Freeman avait vécu sous une fausse identité à Toronto pendant des décennies, bâtissant une vie discrète comme assistant bibliothécaire, époux et père de 3 enfants. Mais en 2004, la vérité finit par éclater et Freeman fut arrêté, visé par une demande d'extradition des États-Unis pour tentative de meurtre. Considéré comme un risque de fuite, il fut placé dans la même aile de la prison que Campbell, où la majorité des détenus étaient noirs et se faisaient appeler entre eux les gangsters. Au départ, cette cohabitation n'était pas aisée. Les tensions étaient vives et les autres détenus ne voyaient pas d'un bon œil l'arrivée d'un Hells Angels, d'autant plus que le club avait la réputation d'appliquer une politique discriminatoire à l'entrée. Mais grâce à Freeman, respecté pour son intégrité et sa discipline, Campbell parvient à gagner l'estime des autres détenus. Durant ces mois d'attente, Campbell apprit avec douleur l'assassinat de son ami Jerry Tobin, un membre du chapitre de Calgary des Hells Angels, récemment installé en Angleterre. Le 12 août 2007, Tobin avait été tué par les Outlaws alors qu'il roulait sur l'autoroute M40. Pour Campbell, ce meurtre fut une preuve supplémentaire de la lâcheté de leurs rivaux qu'il haïssait déjà profondément. Mais ce qui le révolta le plus, ce fut d'assister à l'effondrement de certains frères de route lorsqu'ils furent confrontés à la justice. Kenneth Wagner du chapitre de Niagara, reconnu coupable grâce aux preuves fournies par l'informateur Stephen Galt, fondit en larmes en plaidant coupable, suppliant le juge d'alléger sa peine. Il craignait les conditions de vie en prison. À ses yeux, Wagner s'était montré indigne du patch qu'il portait. Un autre exemple qui le répugna fut celui de Terry Pink, président du chapitre de Simcoe County, capté par un micro dissimulé, alors qu'il vendait plus de 8000 comprimés d'ecstasy. Lui aussi s'était mis à pleurer au tribunal. Campbell ne supportait pas ces démonstrations de faiblesse. Pour lui, si l'on n'est pas capable d'assumer la sentence, vaut mieux ne pas s'engager dans le crime. Le procès de Campbell débuta le 13 septembre 2010, un procès fleuve, l'un des plus longs de l'histoire judiciaire canadienne. Le cœur de l'affaire reposait sur des accusations de gangstérisme, fondées sur la thèse de la couronne, selon laquelle les membres du chapitre de Toronto formaient une organisation criminelle. L'élément central de l'accusation concernait le remboursement par Campbell et d'autres membres d'une dette de 100 000 $ contractée par Merad Bauman auprès de criminels liés au gang United Nations. Selon la couronne, ce paiement prouvait l'existence d'une entente criminelle au sein du chapitre pour vendre du GHB. Mais Campbell, lui, rejetait cette version. Il affirmait que seul Bauman connaissait les détails de l'affaire et que le club n'était pas impliqué dans une quelconque opération liée à la drogue. Il détestait ouvertement Bauman, un homme qu'il décrivait comme vulgaire, irrespectueux, avec des manières de table dégoûtantes. Au tribunal, il le vit se comporter de manière grotesque, lâchant des pets dans le box des accusés, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Campbell le mit en garde. Ils risquaient tous de lourdes peines et son comportement puéril ne faisait qu'aggraver les choses. En revanche, Campbell éprouvait une certaine admiration pour Omid Bayani, l'homme à qui Bauman devait de l'argent. Bayani assistait silencieusement au procès depuis les bancs du public. Campbell, avec ce sens étrange de l'honneur qu'il conservait, respectait le calme et le style de cet homme. Lorsque Bauman annonça son intention de plaider coupable pour obtenir une peine réduite, Campbell comprit qu'il allait les enfoncer tous.
Il l'implora de ne pas faire ça, sachant que sa déclaration de culpabilité ne manquerait pas d'impliquer les autres accusés. En novembre 2010, David Atwell monta à la barre. L'ancien sergent d'armes du chapitre de Toronto, devenu informateur, avoua sa trahison d'une voix tremblante. Il savait qu'il serait contraint de vivre caché pour le reste de ses jours. Campbell, lui, refusa même de le regarder. Son mépris était total. Son avocat, Tony Bryant, souhaitait d'abord que Campbell témoigne, mais finit par se raviser. Il jugeait préférable d'éviter que le procureur le confronte à la barre. En mai 2011, Bryant s'adressa au jury avec passion, rappelant qu'un accusé ne pouvait être condamné que s'il était coupable, au-delà de tout doute raisonnable, une pierre angulaire de la justice dans une société libre. Le 22 mai, le verdict tomba. Campbell fut reconnu coupable de complot de trafic de cocaïne, mais acquitté des accusations de gangstérisme. Pour lui, c'était une victoire. L'idée que le club formait une organisation criminelle avait été rejetée. Il affirmait que ce verdict prouvait que le chapitre de Toronto n'était pas une mafia à moto. Lors de la sentence, le juge tient compte des 4 années déjà passées derrière les barreaux. Ainsi, Campbell n'eut pas à purger davantage de temps. Le chapitre judiciaire de sa vie venait de se refermer. En juin 2011, après des années à vivre à fond dans la vie de motard, Campbell raccrocha officiellement. Il prit sa retraite des Hells Angels, quittant le club en bons termes, sans trahison, sans rupture brutale, mais avec le respect de ceux qui restent. C'était une fin propre, presque rare dans cet univers. Pour lui, le moment était venu de faire un choix, qu'il avait trop longtemps repoussé. Il le reconnaît volontiers, pendant des années, il avait mis sa vie de biker au-dessus de tout le reste, y compris sa propre famille. Les virées, les affaires, les procès, la prison. Tout avait éclipsé les instants simples avec sa fille, ou les sourires de ses petites filles. Mais après son dernier procès, quelque chose en lui s'était apaisé. Il avait du temps devant lui, pour la première fois. Il voulait s'en servir autrement. Plus d'excuses, plus d'urgence. Juste la volonté de rattraper ce qui pouvait encore l'être. En 2013, son état de santé commença à se détériorer. Atteint de sténose spinale, une affection douloureuse qui touche la colonne vertébrale, Campbell marchait désormais avec une canne. Son allure autrefois imposante s'était alourdie, marquée par les années de route et de tension. Mais malgré la fatigue du corps, son esprit, lui, restait vif. En septembre 2017, il sortit de son silence pour critiquer fermement un nouveau club de motards qui avait décidé de ressusciter le nom et le patch de Satan Shows. Pour lui, c'était une insulte, pas seulement à l'histoire du club, mais à ceux qui l'avaient réellement incarné, dans les années les plus dures, quand porter ce nom voulait vraiment dire quelque chose. La mémoire dans ce milieu, ça compte, et Campbell, même loin des routes, continuait à veiller sur la sienne.